veille sur les initiatives portées par l'Union européenne. Le deuxième pilier, c'est veiller à ce que l'ESS et surtout son potentiel soient reconnus. Et là-dessus, il y a aussi bien des études qui sont en cours, qui visent notamment à recueillir tout ce qui est des données, les statistiques dont on manque cruellement au niveau de l'Union européenne. Il y a aussi des formations qui ont en cours et qui sont prévues à destination des agents des collectivités territoriales ou par exemple aussi des initiatives qui encouragent tout ce qu'on appelle les échanges transfrontaliers. Et là-dessus est en cours une proposition d'initiative. Grosso modo, pour vous faire court, le plan d'action européen, si vous voulez, c'est repris bon nombre d'initiatives et de stratégies et ça les met en œuvre à horizon 2030, voilà, pour vous donner un horizon à peu près. Le dernier pilier, c'est de créer les conditions propices, bien sûr, à l'essor de l'économie sociale. Et l'une des actions phares qui était dans la besace et qui est adoptée depuis le 27 novembre 2023, c'est la recommandation du Conseil qui vise donc effectivement à développer des conditions cadres. Ce plan d'action porte en lui une définition inclusive de l'économie sociale. Pardon, il faut que je clique sur j'ai compris apparemment. Voilà. Cette définition dont on manquait cruellement au niveau européen, elle est également portée à travers les trois textes recommandations portés par l'OIT, par l'OCDE et plus récemment par les Nations Unies. Donc on est dans ce que nous on appelle ce momentum de reconnaissance de l'économie sociale au niveau européen. Plus spécifiquement par rapport au webinaire qui nous concerne cet après-midi, des travaux de plaidoyer sont toujours en cours en ce qui concerne les fonds structurels européens sur la programmation 2021-2027. Quand on préparait le webinaire avec Marie, on rigolait en disant effectivement qu'il y a déjà la prochaine programmation qui est en cours de travail. On rigolait, mais parce que effectivement, vous le savez bien mieux que nous, pour les utiliser, il y a du retard qui est pris dans la programmation actuelle. Voilà, les appels à projets sortent voilà, maintenant et un peu à compte-gouttes. Et, mais on en a conscience, et on en a conscience d'autant plus que SS France siège au sein de l'instance nationale de concertation partenariale, pardon pour ce jargon, qui est présidée par l'ANCT et Région de France. Qui réunit voilà, une centaine de représentants d'États, d'autorités de gestion et de coordination des fonds, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Et justement, le but, c'était en vue d'élaborer cet accord de partenariat qui a été adopté en juin 2022. Donc, vous voyez déjà le premier retard. Et là-dessus, SS France a, avec ses membres, fortement porté le plaidoyer pour que l'économie sociale et solidaire soit de fait transversale à l'ensemble des objectifs stratégiques qui sont portés dans cet accord de partenariat français. ESS France siège également au sein du comité de suivi FSE+, notamment aux côtés de l'AVIS, mais aussi du mouvement associatif, entre autres. Donc vous voyez, on est au niveau de ces instances pour porter des plaidoyers et notamment d'identifier des freins ou des améliorations qu'on peut d'ores et déjà porter dans cette programmation qui est en cours. Les freins qu'on identifie, alors c'est de manière vraiment voilà, non pas exhaustive, mais on est sur le renforcement du suivi, par exemple, des fonds européens à destination de l'économie sociale et solidaire. On est sur le renforcement de la visibilité des appels à projets à destination de l'économie sociale et solidaire, sur l'adaptation de la structuration des appels à projets qui doivent être liés à nos spécificités qui nous sont propres et puis surtout sur le fait d'apporter une sécurisation financière et juridique des acteurs, notamment. Il y en a plein d'autres, mais en 5 minutes, j'ai pas le temps de vous brosser tout le schéma, pardon. Juste pour signifier notamment la publication de la nouvelle plaquette des programmes FSE+, et FTJ. Je me permettrai peut-être aussi de le mettre dans le chat. Et je vous parlais précédemment d'une sorte de momentum de l'économie sociale, effectivement, depuis maintenant 3 ans, et notamment à travers les présidences qui sont assurées par chaque État membre. Ce sont des présidences tournantes au sein du Conseil de l'Union européenne. Depuis 3 ans, tous les 6 mois, il y a une conférence européenne qui est dédiée à l'économie sociale. La dernière en date, c'est pas plus tard que février dernier, qui a eu lieu à Liège sous la présidence
belge du Conseil de l'Union européenne. C'était un événement qui était donc co-organisé par les trois régions belges, Wallonie, Flandre, qui ont la compétence de l'économie sociale, qui a été co-construit, qui a été co-réfléchi, qui a quand même réuni plus de 600 participants. Lors de cette rencontre, il a été pris donc l'adoption d'une feuille de route. Alors, c'est une feuille de route et non pas une recommandation. C'est une feuille de route qui porte un engagement concret. Les autres présidences, notamment la dernière en date, qui était Saint-Sébastien sous la présidence espagnole, avaient effectivement pris aussi des recommandations. Mais là, Liège, au vu notamment, comme disait Marjolaine, des élections européennes à venir et surtout notamment, euh, euh, on va dire, vraiment, comment exprimer ça, à la montée du populisme, on va dire ça comme ça, et le travail qu'il nous faut toutes et toutes faire ensemble, notamment vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire, il a été souhaité, et c'est donc tout l'intérêt, par plus d'une vingtaine de ministres qui étaient présents, ministres en charge de l'économie sociale de l'Union européenne, à travers 25 recommandations de porter cette ambition à travers ces feuilles de route pour toujours reconnaître l'économie sociale dans les droits nationaux, européens et internationaux, renforcer et stimuler les outils de financement de nos organisations et surtout, voilà, comme disait Marie également, faire de l'ESS ce moteur qui contribuera à une Europe plus juste, plus résiliente, plus écologique, plus sociale. La volonté d'inclure enfin l'économie sociale dans l'ensemble des politiques sur la prochaine législation 2024-2029, toujours rester là-dessus et de manière transversale, lui dédier un commissaire européen à part entière, en charge vraiment au niveau de son portefeuille, et puis bien sûr appuyer ce fameux plan d'action dont je viens rapidement de vous citer. Et pareil, dans le chat, je vous mettrai juste après tous les différents liens et notamment le lien qui va vous transférer, vous rerouter, pardon, vers la feuille de route de Liège. Et enfin, ces trois, ces trois zooms que je vous ai fait rapidement les commissaires européens et notamment le plan d'action, etc., on les retrouve. Et ce qui est normal, c'est la co-construction et la concertation que l'on a au niveau de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale au niveau européen, qui est sous l'égide de Social Economy Europe, qui est notre coupole européenne, qui a élaboré, donc on a co-élaboré un mémorandum. Pareil, je vous le mettrai dans le chat, un mémorandum en vue des élections européennes qu'on fait vivre au niveau de... Alors, c'est 16, c'est 15, 15 membres de Social Economy Europe dans toute l'Union européenne. Et donc, il y a tout un travail de plaidoyer qui va également être mené dans chaque pays, un cours de trois axes. Renouvellement de l'intergroupe de l'économie dédié à l'économie sociale au niveau du Parlement européen. Et donc, la fameuse nomination de ce commissaire européen dédié à l'économie sociale et puis la poursuite du plan d'action. Donc, c'est sûr que on est mobilisés à vos côtés avec l'ensemble des membres de SS France pour travailler tous ensemble sur ces questions-là. Et merci encore pour l'invitation. J'ai fait très court. Merci. Je sais que c'était pas facile de faire tenir en peu de temps, mais là, on veut quand même se concentrer sur les fonds. Mais ça nous paraissait quand même important de savoir qu'en fait, les fonds, c'est-à-dire la façon dont l'Europe, la France alloue des fonds, notamment pour les structures de l'ESS, crée des lignes avec des objectifs spécifiques sur lesquels vous, derrière, vous allez pouvoir répondre. Ça se fait pas tout seul non plus. Ça se fait parce qu'on a des gens qui militent pour ça au niveau de ces instances. Et c'est votre travail qui fait que derrière, on va pouvoir avoir des sous, quoi, concrètement. Merci en tout cas. Je n'ai pas vu de Merci. questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, des personnes qui veulent prendre la parole. Si vous voulez, c'est le moment, allez-y. Et sinon, eh ben, on passe au dur. Là, au fond en eux-mêmes, et je passe la parole à Marion Barraud de Scopmage, Antoine Quirin de Scopmage également, et Solène Jourdain de la BIS, qui est responsable de l'organisme intermédiaire FSE+. Alors, je Merci ne sais pas Marie. dans quel En ordre. effet, je vais commencer à introduire et ensuite après je laisserai la parole à Solène Jourdain pour la partie plus sur le FSE+, et les fonds gérés par l'État. En effet, on va rentrer dans le dur. Tout d'abord, je voudrais remercier la CRES pour son invitation et pour le travail ces derniers mois à la création de ces notes-là qui a vraiment l'objectif de décrypter ces fonds et les rendre accessibles, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, les rendre accessibles pour les structures de l'ESS.
Alors, on va commencer tout de suite avec une petite introduction sur les fonds européens. Donc, c'est la slide d'après, les fonds européens structurels et d'investissement. Alors là, du coup, je fais d'abord une petite aparté pour bien préciser que sur ce webinaire-là, on va se concentrer sur ces fonds européens-là. Et par définition, donc, les autres fonds, programmes thématiques que certains peuvent connaître, comme je vais citer Erasmus+, Europe Créative, eux, ils seront présents rapidement aussi dans les notes, mais pour un souci de présentation, essayer d'être synthétique dans l'heure qui nous est due, on va se concentrer sur les fonds européens structurels et d'investissement. C'est déjà un gros morceau. Alors, je vais commencer par vous les présenter rapidement, les trois plus importants. On vous fait grâce aussi de la pêche et des affaires maritimes qui ne nous concernent pas tellement en Auvergne-Rhône-Alpes. On a trois catégories de fonds qui sont tous sur des sujets assez complémentaires. On va avoir le FEDER qui va lui s'intéresser sur les aspects matériels et qui, au niveau français, pour l'instant on est dans un ordre général, au niveau français va être plutôt sur des enjeux de recherche et développement, d'innovation, d'information et communication, compétitivité des PME, changement climatique. On est vraiment sur des enjeux de capital et d'investissement derrière, la prévention des risques, environnement, transport durable, santé. Je vous présenterai après la prise de parole de Solène précisément en Auvergne-Rhône-Alpes comment ça se traduit concrètement pour les structures. Mais ensuite, après, on a le deuxième fonds qui est très connu, que beaucoup de structures de l'ESS utilisent pour leurs actions. C'est le FSE+, qui va être sur les enjeux d'emploi, d'insertion, d'inclusion sociale, éducation, formation très large et qui, là, a plusieurs facettes aussi, puisqu'il y a une très grande partie qui est gérée par l'État et une autre petite partie qui sont gérées par les régions. Et puis enfin, on va pas trop expliquer ça, mais le FEADER, il faut le connaître parce qu'on ne sait jamais, parfois sur nos projets, les structures de l'ESS peuvent y aller aussi, puis on verra sa déclinaison locale. Le FEADER, c'est vraiment les enjeux de développement rural, innovation dans l'agriculture, compétitivité, la préservation des écosystèmes, et on va aussi avoir sa petite enveloppe qui s'appelle le leader, que beaucoup doivent connaître aussi, qu'on vous présentera précisément. Et du coup, ces fonds sont aussi présentés portés par les régions. Pour avancer sur la slide suivante, une petite présentation globale de la carte de France. Comment ça se traduit concrètement dans les régions et comment les fonds européens s'impactent au plus près de nos régions. Alors, il faut savoir qu'on a des catégories très différentes au niveau de l'Union européenne. On a des régions les moins développées. On n'en a pas ici en France, sauf sur Guyane et la Réunion. Mais la France métropolitaine va être entre des régions en transition ou des régions développées. Donc, on va avoir des taux d'intervention sur lesquels va influer le FSE, le FEDER et le FEADER qui vont être différents selon les régions. Et pour la région qui nous concerne, on n'a pas vraiment fusionné puisqu'en fait Auvergne et Rhône-Alpes sont différents puisque Auvergne est en région en transition et donc à 60% et Rhône-Alpes, lui, est à 40%. Donc pour des projets en Auvergne, ça sera 60 à avoir en tête ou pour des projets en Rhône-Alpes, on sera à 40%. Et là, certains vont me dire, oui, mais quand on est à cheval dans les deux, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, les taux vont varier. On va être autour de 43,8 ou 43 selon qui c'est qui gère. Parce que vous allez vite le comprendre, les fonds européens, c'est jamais très simple et les choses changent parfois selon l'interlocuteur qui s'en occupe. Donc tout ça, c'est aussi très bien expliqué dans la note. C'est possible de faire des projets entre Auvergne et Rhône-Alpes, mais du coup, le taux va être autour de 43. Ensuite, sur la slide suivante, je vous présente très rapidement un peu un ordre général de ce que c'est que les fonds européens. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Solène pour aller dans le vif du sujet avec l'État. On est vraiment sur des projets ici d'envergure régionale avec des enjeux de développement de territoire, avec des subventions qui vont être octroyées entre 12 à 36 mois, parfois certains appels à projets pour en avoir vu un passé pas plus tard que la semaine dernière, c'était 6 mois, mais on est sur un cas très particulier. Mais c'est souvent du coup entre 12 et 36 mois. L'idée est bien de financer un projet derrière et de montrer la valeur ajoutée de ce financement. C'est un peu cette plus-value de ce programme-là. On doit bien montrer que le Fonds européen, il vient apporter quelque chose en plus avec d'autres cofinancements. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à avoir en tête quand on monte ces projets. Ensuite, il y a une règle très très importante pour les fonds européens, c'est le non-cumul des aides européennes. Vous ne pouvez pas, pour un même projet, demander du FSE+, de Erasmus+, là, ce n'est absolument impossible. Et ça fait même un voyant rouge qui s'allume pour les inspecteurs et les instructeurs des fonds européens. Ensuite, c'est un enjeu pour beaucoup de structures. On va le voir dans les conseils et les préconisations. Il y a la trésorerie qui potentiellement est avancée, mais il faut savoir que dans la plupart des lignes, il est possible d'avoir une avance pour les porteurs de projets.
Et enfin, on va le voir un petit peu après, il y a des appels à projets qui sont thématiques, ponctuelles, qui ressortent régulièrement, ou d'autres mesures qui sont ouvertes au fil de l'eau. Donc ça, c'est un petit peu complexe aussi, c'est que chaque financeur fonctionne différemment. L'État, lui, fonctionne uniquement par appel à projet, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, a les deux. On peut faire des appels à projets et a aussi des mesures qui sont ouvertes au fil de l'eau depuis 2022-2023 jusqu'à 2027. Enfin, des petits rappels aussi et des points à avoir en tête avant de se lancer sur les fonds, c'est qu'on a des critères d'éligibilité. Alors ça, c'est un vaste sujet. Comment est-ce qu'on arrive à prouver que notre projet rentre bien dans les critères d'éligibilité que sont donnés par les lignes des fonds européens. Je pense que Solène pourra en parler rapidement sur les FSE+, puisque ça concerne surtout cette partie-là. Mais du coup, ces critères-là, cette éligibilité nécessite une rigueur et une méthode et des outils de suivi. On en reparlera dans les préconisations à avoir, les questions à se poser avant de se lancer, qui sont essentielles. Enfin, on a des contrôles et du coup, on est soumis à un suivi très précis par les financeurs qui vont vérifier qu'on a bien utilisé les fonds. Parce qu'en fait, voilà, les fonds européens, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et on va être en capacité de pouvoir le prouver. C'est un petit peu la règle qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Et du coup, si on a des contrôles, c'est qu'il va falloir archiver toutes les choses qu'on a en tête. Désolée, c'était un peu dense, mais les fonds européens nécessitent une densité, mais vous le verrez, et les fiches, les notes sont là pour vous aider à y voir un peu plus clair. Là, c'est pour vous donner faire toucher du doigt certains aspects. Ensuite, du coup, quelques sites intéressants on vous les donne tout de suite pour que vous puissiez les regarder sur la slide suivante. Il y a des sites nationaux sur l'Europe s'engage en France, qui est vraiment j'ai envie de dire la Bible des fonds européens pour bien comprendre toutes ces différences-là. Vous pouvez avoir le site spécifique du fse.gouv.fr qui, lui, va recenser tous les appels à projets. Vous allez avoir un onglet les appels à projets. Je vous conseille de vous mettre une petite alerte. Alors, ça va mettre beaucoup de mails dans votre boîte mail, mais si vous êtes à l'affût d'un appel à projet, c'est par là qu'il faut passer. Et puis ensuite, la région va avoir sa déclinaison. Après l'Europe s'engage en France, on va avoir l'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est là où vous allez avoir aussi toutes les informations qui sont bien spécifiques pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est ici à la classe Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que c'est quand même des structures qui sont sur ce territoire. Là, mais par contre, si vous êtes frontalier avec une autre région où on va le voir sur un massif alpin ou autre, vous pouvez aussi vous rapprocher des régions qui sont à côté, PACA, Bourgogne-Franche-Comté ou autres, qui peuvent aussi parfois vous correspondre à certaines lignes. Pour aller plus maintenant, après cette petite introduction, je vais laisser la parole à Solène de la Vise, qui je remercie aussi parce que tous les financeurs n'étaient pas forcément disponibles. Donc je remercie vraiment beaucoup Solène d'être venue avec nous ce soir, qui va nous présenter du coup les fonds européens gérés par l'État. Bonjour à tous, merci Marion. Donc je suis Solène Jourdain, je suis responsable de l'organisme intermédiaire de la Vise. Je ne sais pas si, peut-être avant de commencer, il y a déjà des remarques, des questions sur la présentation de Marion. Si jamais quelqu'un veut réagir, on est aussi là pour discuter. Tout à fait. N'hésitez pas soit à enfin, en fait, à ouvrir votre micro et prendre la parole. Et si vous voulez pas, si vous préférez mettre un mot au chat, allez-y. Et je ne vois rien pour l'instant. Non. Et bah, du coup, donc, juste un petit mot. Donc, l'AVIS, c'est une agence d'ingénierie. Nous, on est au niveau national uniquement et on accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France et en Europe. Donc, donc, nos principales missions, ça va être d'outiller et d'orienter les porteurs de projets à travers notre site internet avis.org. On va animer des communautés d'accompagnateurs, comme par exemple le DLA, le dispositif local d'accompagnement. On va aussi développer des programmes collectifs, comme le programme PINS, par exemple, s'il y en a qui connaissent. Et puis, on va financer des projets, le test avec du Fonds social européen à travers notre mission d'organisme intermédiaire. C'est sur quoi j'interviens plus spécifiquement aujourd'hui. Donc, ça fait 20 ans qu'on existe et 20 ans aussi qu'on est organisme intermédiaire donc au niveau national.
Donc le FSE, c'est le fonds le plus connu et le plus accessible pour vous, les associations, les structures de l'ESS. Donc c'est un fonds, comme l'a dit Marion, en fait, qui vise le capital humain, donc des individus. Donc il va permettre, en fait, il s'inscrit un peu notamment dans un contexte de chômage. Va aider à améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, et puis promouvoir l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, etc. Donc c'est vraiment l'emploi, l'inclusion, la formation qui sont les 3 thèmes principaux du FSE. Donc, si vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi on l'appelle le FSE Plus maintenant, et alors qu'avant on parlait de FSE, c'est tout simplement parce qu'il a fusionné 4 fonds qui existaient précédemment sur l'ancienne programmation. On est sur une programmation de 7 ans, donc on était sur 14-20 avant, là sur 21-27. Et donc, il fusionne le FSE, enfin l'ancien FSE, un fonds qui s'appelait l'Initiative pour l'emploi des jeunes, l'IEJ, un autre fonds qui est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, lui par la Direction générale à la cohésion sociale, la DGCS, et un fonds qui est géré par la Commission européenne qui s'appelle qui est un programme, le programme EASY, le programme pour l'emploi et l'innovation sociale, mais qui reste en fait géré par la Commission européenne. Donc, en fait, pour nous, ça change rien parce que c'est quand même les 4 fonds restent séparés et chacun gère quand même le même fonds qu'avant. Mais pour l'affichage et pour que ce soit plus clair pour le public, du coup, ils ont fusionné ces 4 fonds, d'où le FSE+. Voilà, pour la petite histoire. On peut passer à la slide suivante. Donc, le Fonds social européen, il s'inscrit plus largement dans des objectifs de l'Europe sociale. Donc, il rejoint aussi ce qu'a présenté Céline en introduction. Enfin, voilà, donc vraiment toutes les ambitions de la Commission européenne sur le niveau de l'Europe sociale et donc plus particulièrement l'économie sociale et solidaire aussi. Et donc, sur cette programmation de 7 ans, l'Union européenne s'est fixé 4 objectifs qui sont très, très ambitieux. Donc, je ne sais pas si on les atteindra, ça serait... Mais voilà, donc c'est en termes d'emploi, du coup, qu'il y ait au moins 78% de taux d'emploi dans l'Union européenne. En termes de formation, que 60% des adultes suivent une action de formation chaque année. D'inclusion et de pauvreté, de réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées d'exclusion sociale, dont 5 millions d'enfants. Et en termes de climat et d'énergie, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Donc en fait, tous les projets qui vont être financés par le FSE doivent en fait permettre à la fin d'atteindre l'un ou l'autre, voire plusieurs de ces objectifs. Donc, qui sont les 4 grands objectifs du FSE. Voilà pour le grand cadre général. Après, plus spécifiquement en France, donc ça c'est un peu ce que vous avez déjà dit Marion. Donc c'est la gestion, l'architecture, on va dire, de gestion en France, c'est pas simple pour vous les porteurs, parce pour le FSE, parce qu'autant pour le FEDER c'est simple, il y a uniquement les conseils régionaux qui gèrent du FEDER, mais le FSE lui reste un peu fragmenté entre différentes autorités de gestion, avec d'un côté l'État qui a, lui, un programme national FSE+, et puis de l'autre côté, les régions qui, donc chacune, ont négocié avec la Commission européenne son programme régional. Donc, on a 17 programmes régionaux. Donc, au niveau de l'État, donc l'État va gérer 65% de l'enveloppe, dont un tiers est géré directement par la DGEFP, donc la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Qui elle-même va pouvoir déléguer en fait une partie de ces fonds à 2 organismes. Donc c'est ce qu'on appelle les fameux organismes intermédiaires comme la VISE, où nous on va intervenir en fait sur tout ce qui relève de l'ESS. Donc on va lancer uniquement des appels à projets vers des entreprises de l'ESS. Et puis Pôle emploi en fait sur la partie, sur ces missions en fait, Pôle travail d'ailleurs, il faut que je mette à jour, sur ces missions de conseil envers les demandeurs d'emploi. Et puis après, 2 tiers de l'enveloppe qui est gérée par l'État va en fait être va être gérée directement par les DRETS au niveau régional, qui elles-mêmes vont avoir des organismes intermédiaires régionaux, donc qui vont être les conseils départementaux, les métropoles, les PLI, certaines métropoles, certains PLI. Donc en fait, on a plus d'une centaine d'organismes intermédiaires en France, avec chacun du coup qui intervient sur sa compétence. Donc, au niveau de l'État, et ils vont intervenir sur tous les projets en lien avec l'emploi, la pauvreté et l'inclusion.
Et ensuite, 35% de l'enveloppe nationale, donc des 6 milliards d'euros, sont gérés par les régions sur, du coup, leurs compétences qui relèvent plus de la formation et de l'éducation. Et donc d'où aussi ces deux sites que pour le FSE, où vous avez soit si votre projet va plutôt concerner une compétence qui va être celle du conseil régional, il faudra aller s'informer sur le site de la région, ou sur les autres volets plutôt emploi ou inclusion, aller sur le site du programme national. Et ce que j'ai pas dit, c'est que l'ESS, en fait, est aussi une compétence des régions. Donc officiellement, si vous avez un projet vraiment de ESS, de création d'entreprise, ça va être aussi la région qui va plutôt gérer. Enfin, vous avez plutôt trouvé un appel à projet qui va vous concerner au niveau de la région. Mais cette ligne, en fait, reste négociée, enfin, elle reste un peu floue en fonction des régions, donc des flous d'emploi qu'on a sur la dimension ESS et de la définition en fait que va donner l'état de l'ESS entre ce qui relève, ce qui est de l'insertion. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc voilà, les fameuses lignes de partage entre l'État et les régions qui s'appuient sur les compétences de chacun. Et puis les différents services entre l'État, le service déconcentré et les organismes intermédiaires. On peut avancer. Voilà. Donc je ne vais pas vous présenter en détail le programme national, mais pour vous donner une idée et donc ils sont inscrits en fait donc dans ce fameux programme national qui est divisé en 7 priorités. Et donc chacune en fait va détailler un peu ce qui va pouvoir les types de projets, enfin en tout cas pour le service gestionnaire, les appels à projets qu'il va pouvoir lancer sur sa compétence. Donc il y a les fameuses 3 priorités centrales, emploi, cohésion, compétences, qu'on va retrouver, avec une première priorité qui est de favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale. Donc, c'est là où on va retrouver toutes les lignes vers l'insertion par l'activité économique, notamment. Ensuite, il y a une deuxième priorité sur l'insertion professionnelle des jeunes et d'appui à la réussite éducative. Et une priorité sur ce qui relève des compétences, des mutations économiques et du système de formation, donc, sur lequel on va trouver, va intervenir plutôt Pôle emploi. Donc ça, c'est les 3 principales priorités. Puis il y a 4 priorités complémentaires. La priorité 4, donc, qui s'intitule Marché du travail, environnement professionnel inclusif et adapté, mais où notamment s'inscrit la VISE pour financer les têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. La priorité 5, d'aide matérielle aux plus démunis, donc qui est gérée par les DGCS. La priorité 6, qui va être très intéressante, avec qui relève qui une nouvelle priorité et qui rejoint justement une demande de la Commission européenne, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne qui avait demandé à ce que 5% des enveloppes nationales en fait soient dédiées à l'innovation sociale, à des projets d'innovation sociale. Et donc c'est cette fameuse priorité 6 qui en plus est cofinancée à 95%. Donc celle-là, elle est un peu spécifique. Et une priorité 7 qui est aussi spécifique, qui est pour de réponse aux défis spécifiques des régions ultra-périphériques, donc dont uniquement les DROM sont concernés. Voilà. Donc en fait, pour les structures de l'ESS, il y a vraiment 3 priorités qui vont vraiment être particulièrement, sur lesquelles il faut être particulièrement en veille si on veut aller solliciter du FSE et répondre à un appel à projet. Donc au niveau national, hein, je parle bien du programme national, donc dans les priorités de l'État. Donc il y a la fameuse première priorité, donc priorité 1 qui favorise l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale, qui est gérée donc au niveau national par la DGEFP et au niveau régional par les départements et les PLI plus spécifiquement, du fait de leurs compétences sur l'IAE. Et où on va retrouver des projets aussi d'insertion professionnelle des personnes handicapées, par exemple, tout ce qui est lutte contre la pauvreté et l'insertion sociale,
Et donc, si vous mettez une alerte justement sur le site fse.gouv.fr à la rubrique appel à projet, vous pouvez, voilà, chaque fois qu'il y a un appel à projet qui sort sur cette priorité de la région, regardez attentivement si ça ne serait pas intéressant, si vous n'auriez pas un projet qui rentrerait du coup dans ce cadre. Sur la priorité 4, donc, qui est celle sur laquelle s'inscrit la VIS, donc c'est une priorité qui est uniquement nationale, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des projets nationaux, donc interrégionaux, donc au moins sur 2 régions, qui est gérée par à la fois l'État, la DGFP et la VIS. Et où on va retrouver du coup l'accès à l'emploi par le renfort de l'ESS et du secteur associatif, et donc qui permet en fait de soutenir les têtes de réseau national de l'ESS sur les thématiques ESS variées. Et enfin, donc, la priorité 6 qui favorise l'innovation sociale et l'essaimage de dispositifs innovants, qui prend un peu de retard. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'appels à projets qui sont sortis sur cette priorité. Il y en a de mémoire 3 ou 4. Et donc, il y a la spécificité d'être cofinancé à 95%, donc pour des projets d'innovation sociale et de soutien à l'expérimentation. Voilà. Voilà, après je vais passer vite si je rentre un petit peu plus dans le détail, parce que du coup pour vous montrer un peu, enfin ce qui est difficile en fait, je pense pour le porteur, c'est que c'est très dense en fait le programme, donc on vous demande pas de le lire, mais pour voir un petit peu là où il faut être plus alerte en veille sur parce que chaque priorité après est divisée en objectifs spécifiques. Il va y avoir différents objectifs spécifiques qui chacun du coup va détailler de manière opérationnelle quel type de projet va pouvoir être financé. Donc c'est là où on va retrouver en fait, les actions que vous allez pouvoir présenter dans le cadre d'un appel à projet pour solliciter un financement. Donc, par exemple, la priorité 1, elle est divisée en 2 objectifs spécifiques, donc, qui s'appellent le H et le L. L'un qui va être particulièrement, viser particulièrement l'insertion et l'inclusion active, et l'autre la lutte contre la pauvreté. Et donc, par exemple, l'objectif spécifique H et aussi va viser du coup un certain type de public. Donc, pour le H, par exemple, ça va être des publics les plus éloignés de l'emploi, comme des migrants, des chômeurs de longue durée, dans une perspective d'insertion dans l'emploi. Et donc là, on va soutenir des structures en fait d'insertion par l'activité économique, par exemple. Voilà, et je vous ai mis du coup par exemple un exemple de projet que je connais pas directement, mais qu'on retrouve aussi sur internet. Parce que si vous allez sur l'Europe s'engage en France, en fait, vous avez une partie ressources où vous avez des exemples de projets qui sont soutenus. Si on veut passer à la slide suivante. Donc voilà, il y avait notamment ce projet-là qui s'appelle le Foyer Notre-Dame, une association qui gère des centres d'hébergement dans le Rhône et qui a eu du FSE pour un projet d'accompagnement de personnes sans domicile fixe pour les aider à trouver un emploi et qui puissent par la suite faire une demande de logement grâce à une justification de revenus. Donc le FSE a permis, dans le cadre du projet, d'accompagner 350 SDF entre 2012 et 2014 avec un taux de retour à l'emploi de 61%. Et donc, cette structure avait bénéficié d'un peu plus de 700 000 euros de FSE sur ce projet. Et voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de types de projets. On peut passer à la slide suivante. Et voilà, donc après, je vous ai remis, mais je vais passer vite, la priorité 4, du coup, sur laquelle s'inscrit la VIS, donc en accès à l'emploi par le renfort de l'ESS et du secteur associatif, et qui nous permet notamment, au niveau de la VIS, de soutenir les dispositifs locaux d'accompagnement, le DLA, pour ceux qui sont donc un dispositif qu'on retrouve dans chaque département gratuit pour accompagner la structure. Et donc la dernière, je vous ai aussi mis en détail la dernière slide,
qui soutient du coup l'innovation sociale et les images de dispositifs innovants. Mais je vous encourage vraiment, voilà, pour aller un peu plus dans du contenu, d'aller regarder sur le site du FSE, les appels à projets, de regarder certains appels à projets, les thématiques qui pourraient vous concerner, parce que du coup, on va retrouver aussi tous les appels à projets qui sont peut-être clôturés, mais bon, les appels à projets ressortent généralement quand même au moins 2 fois sur la programmation, de regarder un petit peu le contenu, les actions éligibles. Et les fameux critères d'éligibilité. Donc, les critères d'éligibilité, ça va être notamment le périmètre géographique du projet, le taux de cofinancement, la durée des projets. Donc, voir si un de vos projets est éligible. Et ensuite, la meilleure façon, c'est quand même d'aller s'adresser directement au service gestionnaire. Généralement, vous avez aussi un mail de contact pour vous faire connaître, présenter votre projet, voir si ça rentre dans le cadre, dans l'enveloppe. Il faut aussi regarder les enveloppes, ça c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas, on mentionnait pas les enveloppes dans les appels à projets. Et maintenant, on a l'obligation de le mentionner. Donc, ce qui est à la fois intéressant pour le porteur, parce que ça donne une idée un peu de l'enveloppe disponible, mais ce qui est aussi contraignant pour nous, gestionnaires, c'est qu'une fois qu'elle est indiquée, on peut pas la dépasser. Donc, si on a plus de projets que prévu, ça oblige à faire une sélection et à pas pouvoir retenir tous les projets intéressants quand c'est le cas. Et donc vous adresser aux gestionnaires et puis aussi d'en savoir plus sur le calendrier des appels à projets, voir si on a un qui serait publié prochainement. Parce que, en tout cas, au niveau national, les appels à projets ne peuvent pas être publiés plus d'une certaine durée aussi. C'est entre 3 et 4 mois en moyenne. C'est souvent 3 mois plutôt. Donc, c'est toujours mieux de savoir à l'avance quand sera publié l'appel à projet pour pouvoir se préparer. Prévoir du coup d'y répondre et au moment où il sort de ne pas être pris par le temps et de ne pas découvrir au dernier moment qu'il y avait un appel à projet qui pouvait être intéressant mais que vous avez plus le temps pour y répondre. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur... Oui, alors nous, on a aussi consulté un guide pratique qu'on a publié l'année dernière qui est sur comment fonctionne le Fonds social européen. Donc, je vous ai mis le lien on veut vraiment pratique et donc un peu qui explique bien justement tout ce que je viens de dire, les différents interlocuteurs, qu'est-ce que les prérequis pour répondre à un appel à projet et faire une demande de financement FSE. Ce qui est attendu dans une demande de financement, sachant qu'aujourd'hui tout est dématérialisé. Donc au niveau national, il y a un site unique, un système d'information unique qui est ma démarche FSE+, où du coup tous les actes de gestion en fait se font via cette plateforme. Donc où il faut, faut s'inscrire. Et donc voilà, toutes les informations intéressantes et aussi on présente aussi le cycle de vie d'un projet FSE, qui pas qu'FSE parce que chaque projet a un peu le même cycle, mais qui montre aussi le temps assez long en fait d'un projet FSE entre le moment où l'appel à projet est publié et le moment où le porteur reçoit effectivement sa subvention et puis après l'archivage. Donc voilà, pour vous les dire rapidement. Donc une fois qu'un appel à projet sort, généralement donc il est en ligne 3 mois, donc vous avez 3 mois pour répondre. Ensuite, le projet est instruit par le service gestionnaire. Donc, ce qui est en rouge, c'est les étapes qui sont du côté du porteur de projet, ce qu'on appelle le porteur, et en violet du service gestionnaire, donc celui qui va gérer les projets. Donc, il est instruit. Donc, ça, c'est en fonction du nombre de candidatures. Ça peut être assez long. Je sais que nous, par exemple, on a un appel à projet, on a reçu 80 candidatures. Donc, on est plutôt sur des temps d'instruction de 4 mois. Voire plus. Et ensuite, les projets sont présentés à un comité qui va du coup programmer ou pas les projets. Et ensuite, seulement, vous êtes notifié et conventionné. Et à ce moment-là, vous pouvez recevoir une avance. Nous, à la visite, par exemple, on verse des avances de 20% du montant FSE.
Ensuite, voilà, le projet se déroule et puis chaque année, après, vous pouvez déposer un bilan d'exécution. Donc, vous faites état de toutes les dépenses que vous avez effectivement effectuées. Et le FSE, donc, c'est une subvention, mais le remboursement se fait sur service fait, c'est-à-dire une fois que la dépense a été effectuée. Donc, vous déposez donc ce bilan. Ensuite, le service gestionnaire va faire un peu un audit des pièces que vous avez déposées, des dépenses effectuées, ce qu'on appelle un contrôle de service fait. Et seulement après, vous serez notifié des résultats du contrôle et si la subvention demandée vous sera remboursée. Donc tout ça, ça prend 12-18 mois. Donc donc c'est pour ça que pour quand même anticiper et demander un fonds européen, il faut avoir, déjà être une structure un peu solide, avoir de la trésorerie pour anticiper ce décalage et le temps des projets FSE. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Oui, profitez-en. Là, on vous a présenté beaucoup de choses, mais c'est aussi l'occasion de répondre à vos questions plus spécifiquement. Vraiment, Solène pourra vous répondre. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Moi, j'ai une question. Si je prends ma casquette de financeur de l'ESS, ces fonds-là sont absolument pas mobilisables par les banques, puisqu'on parlait de trésorerie ou d'avance de trésorerie. Je sais que les subventions classiques, on peut les mobiliser en session d'AI, mais normalement, pas ces fonds-là. Oui, effectivement, c'est pas, enfin, c'est un sujet qui revient souvent et on essaie de trouver des solutions justement pour qu'il y ait peut-être les banques puissent faire des avances de trésorerie euh, mais aujourd'hui ça reste compliqué, oui. Si c'est la question, enfin, comment les banques peuvent Ouais. sécuriser un peu les financements et faire des avances, ouais. Alors, c'est de temps en temps, ça arrive. Enfin, moi, on a déjà entendu parler mais oui, ça reste très, très exceptionnel, ouais. Si C'est je plus peux pour des aussi structures qui apporter. ont déjà des fonds européens depuis un certain nombre d'années, voire voilà, plus de 10 ans, où du coup, ils peuvent assurer, avoir, par exemple, là, il y a avec le retard qu'il y a eu de la programmation, on a des projets qui sont toujours pas financés depuis 2021, mais comme enfin, voilà, ils ont du FSE depuis presque 20 ans, ils ont voilà, enfin, la banque a bien voulu un peu assurer le décalage de trésorerie qui est lié en fait à ce retard de programmation, mais oui, ça reste exceptionnel. Si je peux juste apporter un éclairage aussi sur cette Mm. question-là, qui est un vrai enjeu pour les porteurs. Alors en fait, c'est possible parfois, nous on le voit régulièrement que des DAI se fassent, mais c'est quand la convention a été signée. Et donc aujourd'hui sur cette programmation, la problématique qu'on a, et c'est ce que vient de dire Solène, c'est qu'on a parfois du retard et c'est que la convention tarde un petit peu. Mais on verra dans les préconisations et les conseils, il y a aussi le réseau France Active qui peut être un soutien en complément d'une banque pour essayer de garantir déjà des prêts ou faire le soutien sur cette période-là. Donc c'est sûr que c'est un frein, mais il faut pas que ça décourage toujours parce que il y a des solutions en fait. Mais en effet, c'est une vraie problématique à prendre en compte. Je vois que quelqu'un d'ailleurs a dit cet exemple qu'il avait Oui, déjà eu un DAI sur Gaëtan, du FSE. est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour donner juste votre exemple à tout le monde, si tout le monde n'a pas la possibilité de lire dans le chat? Je serai active. Oui, c'est à moi que la question s'adresse? Oui, Gaëtan Oui. Azeran, Oui, c'est vous? oui, c'est moi. Bah oui, moi j'ai été une des premières à faire de la loi d'Ailly dans les débuts des années 2000, de la loi d'Ailly, du FSE, pour le cadre d'une association dont j'étais fondatrice et présidente qui s'appelle Actionnel. Et en fait, on a pendant, alors j'ai connu tout le début du FSE et on avait, à un moment donné, donc il y a eu une avance, 50% de l'avance, mais sur le deuxième parti, donc nous, c'est le Crédit Coop qui nous accompagnait pendant toute cette période-là. Le Crédit Coop nous faisait de la loi d'Ailly sur la deuxième partie. Donc l'avance, on l'avait tout de suite. Et entre le moment où il fallait rendre le rapport d'exécution et toute la période où on était obligé de mouliner tout ça.
avait toujours un décalage relativement important, bah, comme vous le racontez, entre le moment où on encaissait et le moment où le dossier était déposé. Et puis, il fallait faire des allers-retours. Enfin, je vous passe les détails. Et le Crédit Coop, mais pendant des années, nous a fait de la loi d'Ailly parce qu'on avait un taux comment dirais-je, de règlement qui avoisinait les 98%. C'est-à-dire, elle savait qu'elle prenait pas beaucoup. Enfin, on était très bons élèves à ce niveau-là. Donc, et on payait, je ne sais plus, une com. Enfin bref, c'était de la DAI classique. Donc, ça fonctionnait très bien. Donc Merci beaucoup. j'entends que bah, ça peut se faire encore au goutte à goutte et en fonction des banques, c'est Mm. ça? Non, ça se fait pas du tout dans le Non. milieu bancaire aujourd'hui, ou très rarement. En tout cas, pas avec une Ah, garantie, parce que le France Active, on les connaît très bien et toutes les banques les connaissent bien, en tout cas pour ceux qui travaillent avec eux. Oui, c'est ouais, effectivement ouais, très bien ouais. pour des projets émergents ou en développement, mais là, on parle vraiment de trésorerie, hein. C'est-à-dire Ouais, que ouais, mais moi, c'est du découvert, et un découvert, on peut l'accorder, bien sûr, avec ou sans garantie en fonction de la solidité de la structure, mais c'est mieux si on peut avoir une garantie avec, notamment la cession des risques qui donne l'assurance d'être payé, tout ce à qui n'est fait, c'est pas ça. toujours le cas, puisque c'est pas une subvention, enfin, il y a un contrôle qui est toujours possible, etc. Enfin, je pense que ça fait partie des enjeux, mais tout ce qui peut être pris en compte pour accélérer le conventionnement, etc., sera le bienvenu de ce point de vue-là. Surtout dans le contexte que je vous rappelais tout à l'heure en intro, quoi, hein. Mm, C'est-à-dire que tous les organismes, tous les payeurs payent de plus en plus tard mm, aujourd'hui et on a beaucoup de structures qui sont tout à fragilisées. fait, tout à fait. Mais c'est effectivement, c'est du découvert, en fait. C'est pour compenser le découvert. Ça coûte un peu, mais c'est toujours mieux que. Enfin, ça permet de payer les salaires, ça permet de payer les frais, enfin, le besoin en fonds de roulement, quoi. Merci beaucoup. D'autres Est-ce questions? qu'il y a d'autres questions? Oui, Christophe Sahen de l'Association de la Roche. Une petite question concernant le FEDER. Est-ce que les ESAT sont éligibles au FEDER et est-ce qu'ils ont une aide particulière en tant qu'ESAT? Je pense surtout quand on se lance dans des démarches RSE pour la récupération d'énergie, par exemple dans des blanchisseries ou autres. Voilà, c'est peut-être une bonne introduction pour ensuite les lignes qui sont présentées par la région et qui, du coup, font partie du FEDER, puisqu'en effet, vous avez vu le FSE+, mais vous n'avez pas encore vu le FEDER, FEDER et Leader. Donc, j'essaierai de répondre avec cet exemple-là en même temps que je ferai la présentation du FEDER, si ça vous va comme réponse. Euh, Très bien, merci. On va peut-être passer du coup à la partie suivante et puis on continuera à prendre des questions ensuite. Oui, donc du coup, là, on va passer maintenant aux fonds européens qui seront gérés par la région et pas n'importe laquelle, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, on va être bien sur les lignes qui sont gérées spécifiquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Je précise donc que vous pouvez avoir, si vous êtes au sein de fédérations, des projets qui peuvent être financés par du FEDER, par exemple, en Bretagne, en Haute-France, en Nouvelle-Aquitaine, et qui ne le seront pas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et inversement. Donc voilà, c'est bien pour préciser ça. On est à chaque fois sur des cas qui sont vraiment très régionaux. Alors, le programme opérationnel régional, donc c'est ce qui est écrit sur 2021-2027, il regroupe plusieurs fonds parce que la région, vous l'avez vu tout à l'heure, et puis Solène en a parlé, réunit une partie du FSE, le FEDER, qui vient d'être évoqué en question, et le FTJ, qui est le nouveau petit fonds de transition juste. Donc, on a aussi plusieurs priorités qu'il ne faut pas mélanger avec les priorités du FSE+, que je vais essayer de vous présenter. Malheureusement, c'est plus une forme de liste à la Prévert parce que c'est difficile de passer outre. Mais vous le verrez ensuite, Antonin vous présentera les notes qui ont été faites par avec la CRES pour vous montrer comment concrètement vous pourrez fouiller dans toutes ces lignes. Alors, il y a en tout 10 priorités. Je vais essayer de me concentrer en tout cas sur celles qui concernent le plus l'ESS parce que toutes ne le sont pas. Mais sur la priorité 1, on est vraiment sur des programmes de recherche, innovation numérique, compétitivité et réindustrialisation. Alors, on a un peu tout parce qu'on a beaucoup de choses sur le monde de la recherche, sur des choses très très lourdes en termes de R&D, mais on a aussi des enjeux sur les croissances et compétitivité des PME. Et ce n'est pas pour vous mentir qu'une entreprise de l'ESS peut être aussi une PME et que donc il peut y avoir des choses qui vous concernent là-dedans sur des enjeux de compétitivité et de croissance.
Là-dessus, je précise sur cette priorité, on a un cas un tout petit peu particulier aussi, c'est qu'on n'a pas que de la subvention. Tout à l'heure, en introduction, on vous dit que c'est de la subvention, et puis Solène vous a présenté là. Ça aussi, là, on a un cas un tout petit peu précis, c'est que sur ces lignes-là de la priorité 1, la région fait aussi des instruments financiers, c'est-à-dire de l'avance pour financer des projets d'investissement remboursables par la suite. Cas très particulier uniquement sur cette priorité-là. Ensuite, on va avoir la priorité 2, où là, on est sur des enjeux de transition énergétique et environnement, où là, on va vraiment se poser la question de l'efficacité énergétique derrière, avec des projets d'investissement, d'énergie renouvelable. Je pense par exemple à des photos de boucle énergétique. C'est un peu ce que je pense que vous vouliez dire, Christophe, là-dedans. Et ben, parfois, certains projets pourraient être financés. Je pense à des ombrières pour des parkings, et donc ça aussi pour du privé, sur des recharges pour voitures électriques, pour des gros projets plus d'investissement, méthaniseurs, ce genre de choses, mais on a aussi donc des projets parfois de panneaux photovoltaïques, des projets aussi de solutions fondées sur la nature, avec derrière je dis aussi un enjeu de biodiversité, et de recyclage du foncier, même si ça c'est plutôt pour les collectivités dans ces enjeux de Lausanne que certains peut-être connaissent aujourd'hui. Et enfin, ici, on a l'économie circulaire, alors qui pour l'instant pour la région est quand même sur des gros projets parfois de déchetterie, avec des enjeux derrière d'économie circulaire, mais on voit parfois apparaître quelques petits projets qui mettent en avant ces enjeux-là et que la région a pu financer. Donc, on vous donnera à la fin dans la note tous les éléments pour vérifier si votre projet pourrait aller dedans. Ensuite, sur la priorité 3, qui est donc sur la slide suivante, on va avoir la problématique de la connectivité numérique. Alors là, je vais passer très vite. On est vraiment sur la fibre partout. La région la mieux dotée pour que l'Auvergne, je caricature, je suis en Auvergne, hein, donc aucun problème à dire que la fibre doit être dans le Cantal et dans les Puy-de-Dôme. Donc là, je passe très vite parce que malheureusement, on n'est pas sur des projets de ESS. Par contre, la priorité 4, santé, tourisme et culture, on y reviendra sur la santé, mais la santé, il y a des choses parfois qui sont sur des projets intéressants de promotion de la santé, sur les questions de centre de santé, sur ces enjeux-là qui sont à cheval entre santé priorité 4 et on va le voir sur la 9. Il y a des choses aussi assez intéressantes. Il y a des projets qui sont de l'ESS qui arrivent souvent à pouvoir être éligibles. Tourisme et culture, on le reverra, mais malheureusement sur ces lignes-là, on est très tourné sur la région en elle-même pour financer ces gros projets à elle, mais on le verra sur des projets dans d'autres territoires un petit peu après, que aussi le tourisme peut être les projets de d'ESS qui tournent vers l'attractivité et le tourisme peuvent avoir des fonds. Ensuite, la priorité 5, approche territoriale, très vite, uniquement pour les collectivités. Elle est terminée, j'en parle même plus, on aurait pu l'enlever. Mais je vais passer aussi très rapidement sur la 6, qui est juste les mobilités urbaines, où là, on est vraiment sur des gros enjeux aussi d'infrastructure et donc qui ne concernent pas les projets d'ESS ou vraiment à la marge quand ils s'implantent sur des très gros projets de mobilité à échelle régionale. Vous allez voir, c'est la suite va devenir plus intéressante parce que là, on va être sur la priorité 7 et le Massif central, qui est un fonds thématique géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le Massif central, j'entends, n'est pas toute Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est sur un fonds intéressant parce que déjà, il est à 54% et que en plus, il a des lignes assez spécifiques et on va dire que beaucoup de projets de l'ESS peuvent être éligibles sur des projets de filières, des filières textile, laine, cuir, bois, pierre, des enjeux d'adaptation climatique avec la gestion de l'eau, des enjeux plus de biodiversité, d'écosystèmes dans le Massif central. Et ensuite, après, des enjeux désenclavement, attractivité touristique, promouvoir et développer l'attractivité. Donc là, on a des projets de remobilisation de centres-bourgs, de pépinières d'entreprises. On a beaucoup de projets qui pourraient être éligibles dedans. Donc, c'est des lignes qui sont aujourd'hui assez intéressantes pour l'ESS, si bien sûr votre projet s'intègre dedans. Je précise là, il y a voilà sur le massif central, je précise que il y a aussi d'autres massifs qui sont présents. Le massif alpin, on va avoir le massif Jura, et puis il y a le bassin de la Loire, qui sont des lignes qui ne sont pas gérées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont gérées par d'autres régions, PACA, Bourgogne-Franche-Comté. Et qui donc du coup doivent être regardés sur ces PO-là. Là aujourd'hui, on s'est concentré sur Auvergne-Rhône-Alpes parce que si on commençait aussi à présenter les autres régions, il nous fallait la soirée et je pense qu'on aurait perdu beaucoup de monde en chemin.
Donc, on va pouvoir passer à la 8. Alors là, on est sur un cas très particulier. Je parlais de Massif Central. Là, on est sur un cas aussi très particulier. Rhône-Saône, avec les enjeux transport fluvial qui sont moins pour l'ESS, mais par contre, développer un tourisme durable le long du Rhône et de la Saône, si vous avez des projets sur la Via Rhôna, eh ben, potentiellement, vous pouvez être éligible à cette priorité-là. Ensuite, on a le petit FSE+, vous savez, les 35% que nous a présenté tout à l'heure Solène, qui sont gérés par les régions, eh ben, on les retrouve ici. Priorité 9, c'est le FSE+. C'est de la formation, l'emploi, la création, l'orientation professionnelle et la santé. Il y a une virgule, hein, c'est orientation professionnelle et santé. On va avoir des enjeux donc de formation professionnelle, création d'emplois, d'entreprises, d'économie sociale et solidaire et de santé. Donc là, tout ce qui va être promotion de l'ESS, tout ce qui va être accompagnement des entreprises de l'ESS sont éligibles dedans. On a aussi, on va le voir, des projets voilà, d'aider la création d'entreprises. Donc beaucoup d'incubateurs sont financés sur ces lignes-là. On a aussi des enjeux sur la santé, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur les projets de promotion à la santé, protection, formation pour les métiers du médico-social et sur aussi les créations, par exemple, de centres de santé en territoire rural, quand même précisément. Comme l'a dit Solène, on est là sur un cas un tout petit peu particulier quand même sur cette priorité à avoir en tête, c'est que en effet, on a un vrai partage entre l'État et la région qui parfois prend un peu de temps à se mettre d'accord selon les projets. Donc, vous pouvez parfois présenter votre projet à la région qui va prendre un peu de temps et vous dire c'est peut-être plutôt l'État. Donc voilà, ces lignes-là sur la question de la création d'emplois sont souvent un peu jointes entre les deux. Donc voilà, faut pas hésiter à être en dialogue avec les financeurs pour bien savoir qui doit être votre interlocuteur final. Donc ça, c'est les priorités 9 sur le FSE. Ensuite, on va avoir la dernière priorité, la priorité 10, qui est le fonds de transition juste, qui est uniquement sur une partie du Rhône et une partie de l'Isère. Là, on est sur des projets de transition écologique sociale, des filières industrielles. Donc, en fait, on est sur des territoires très industrialisés où on a un enjeu de transition écologique et sociale, et avec derrière de la décarbonation. Mais si vous êtes sur ces territoires-là, alors les listes sont facilement disponibles et sur les sites de la France s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a même une carte aussi sur la France s'engage en France de la région, mais pour bien connaître commune par commune, vous pouvez regarder sur la France s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez aussi avoir des projets de la diversification économique. Et là, ça peut être intéressant aussi pour des entreprises de l'ESS sur des projets de tiers-lieux, par exemple, sur ces territoires-là. Voilà. Malheureusement, vous êtes à côté, ça ne marche pas. Vous êtes dessus, ça marche. C'est un peu la chance ou pas. Vous pouvez déménager votre projet, peut-être, mais du coup, c'est un peu la frustration pour certains porteurs parfois. Voilà pour les lignes de la région sur le FEDER. Et ensuite, je vais vous présenter rapidement le FEADER qui, lui, est vraiment sur des projets de développement rural. Mais il peut être intéressant, et je le dis parce que beaucoup parfois de chantiers d'insertion dans le maraîchage peuvent y aller. Mais il faut bien sûr derrière être tourné vers le monde agricole. Et il faut que ça soit aussi quelque chose d'ancré dans ses statuts. Je tiens à le préciser, c'est pas un projet pour le mener, on est vraiment sur des projets qui sont durablement sur des questions agricoles. Il y a une déclinaison sur le développement rural qui lui est fait par le LEADER, que beaucoup peuvent connaître parce que ça fait partie des fonds européens de proximité en fait, qu'on voit un peu partout à côté de chez soi. LEADER, c'est liaison entre actions de développement de l'économie rurale, et donc c'est vraiment une porte d'entrée pour les projets de l'ESS sur du développement en zone rurale, avec des thèmes revitalisation de centres-bourgs, tourisme, économie locale, transition écologique et énergétique, qui fonctionnent par ce qu'on appelle des groupes d'action locales, qui maintenant, c'est assez nouveau depuis 1 ou 2 ans, sont d'envergure départementale. Donc il n'y en a qu'un par quasi-département, parce que ça serait malheureusement trop beau s'ils étaient tous bien sur chaque département. Il y en a qui seront à cheval. Mais du coup, vous allez avoir dans les notes qui vous seront envoyées par la suite la carte pour cette programmation-là de ces groupes d'action locale pour savoir qui va être votre interlocuteur. Et donc, sur chaque GAL, on va avoir des lignes et des choix en fonction des spécificités du territoire. On est vraiment sur des projets qui sont au plus près des problématiques de chaque territoire.
Alors là, du coup, je vous présente rapidement un petit porteur de projet comme l'a fait tout à l'heure Solène, un porteur de projet de la région où là, on est sur des lignes de la création d'entreprise. Et donc, c'est une association loi 1901 qui est sur plusieurs départements et qui, du coup, bénéficie de FSE là, pour une durée d'1 an. On est sur un cas un peu concret avec 5 ETP qui sont mobilisés sur ce dossier-là. Et donc, sur un coût total de 261 000, je vous passe les euros et les centimes, pour 156 000 euros de FSE+, parce qu'on est sur un taux de cofinancement à 60%, région en transition. Voilà, c'est pour vous donner un exemple concret sur de l'accompagnement de porteurs de projets vers de la création d'entreprises. On a ces possibilités de financement. Je ne sais pas s'il y a des questions intermédiaires avant de passer aux conseils et préconisations, ou si il y a un besoin d'avoir des conseils et des préconisations avant pour se rassurer avant de poser des questions. Ouais. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Par rapport au timing, il nous reste 10 minutes, mais on prendra peut-être 10 minutes supplémentaires si besoin pour ceux qui veulent poser des questions. Nous, on peut rester un peu plus, donc voilà, pas de souci là-dessus. Donc, mais si vous avez des questions maintenant, allez-y. Je peux peut-être sinon passer aux conseils et préconisations. Peut-être que ça fera naître des questions avec des choses assez précises pour le coup. Parce que là, l'objectif des conseils et des préconisations, c'est d'être dans le concret. C'est avant de se poser. Avant même de savoir si on a trouvé la ligne, c'est pas neutre et on en a parlé, c'est la trésorerie. Est-ce que je peux tenir jusqu'au versement? Et alors du coup, nous, je sais qu'en local, en Auvergne, pour le coup, on travaille fortement avec France Active sur ces enjeux-là, sur le BFR, pour essayer de tenir le plus longtemps. Parce que c'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je le précise, les financeurs, la région et la DRETS, vérifient aussi cette capacité-là à tenir le coup en termes de trésorerie, parce qu'ils ont aussi essuyé les écueils de structures qui, malheureusement, n'avaient pas réussi à aller au bout. Et que c'est un peu la double peine quand on n'y arrive pas, puisqu'en fait, il faut avoir dépensé l'argent pour toucher le FSE. Et donc, en plus, si on n'arrive pas à le dépenser, on aura encore moins à la fin. Donc, c'est vraiment la double peine. Ensuite, est-ce qu'en interne, je suis capable de gérer les fonds européens? On l'a vu, il y a des vrais enjeux d'outils de gestion, de contrôle, de temps à faire les dossiers, à faire les demandes. Cela nous a montré la durée de suivi. Donc voilà, est-ce que c'est en interne, on a des gens qui auront le temps et qui peuvent se dégager ce vrai suivi-là? Est-ce que si je les ai pas en interne, est-ce que je peux les trouver en externe? Et ensuite, ce qui est très lié aussi, est-ce que j'ai déjà les outils de suivi et de gestion financière pour garantir une opération FSE FEDER, de la plan de trésorerie, ben, pour vérifier sa trésorerie, mais aussi une comptabilité analytique. Alors, c'est pas rédhibitoire si on l'a pas, mais en tout cas, il faut être prêt à mettre ça parce que la comptabilité analytique est une obligation des fonds européens. On n'a pas précisé, mais du coup, ça fait partie des petites questions à se poser. On a aussi la question des procédures de commande publique. Alors, tous les projets ne s'y prêtent pas directement, mais sur des projets, par exemple, FEDER, où on va être sur de l'investissement, en fait, les fonds européens vont vérifier qu'on mette bien en place les procédures de commande publique et qu'on n'ait pas, je caricature, mais fait appel à son voisin, mais qu'on ait bien choisi notre prestataire en connaissance de cause avec des critères bien précis. Est-ce qu'on a des suivis de temps sur les salariés? Est-ce que les salariés qui vont intervenir dans le dossier, si on a des dépenses de personnel, est-ce qu'on est en quantité d'avoir un peu des tableaux? Même si aujourd'hui il y a des lettres de mission qui existent, c'est aussi des outils intéressants. Et enfin, est-ce que les personnes qui vont intervenir sur le dossier sont donc les salariés qui vont faire par exemple de l'accompagnement d'insertion? Est-ce qu'elles sont prêtes à intégrer les contraintes des fonds européens, les enjeux d'obligation de publicité, ce genre de choses? C'est souvent, c'est de plus en plus facile, mais c'est des questions qu'il faut se poser avant. Si c'est pas le cas, il faut pas hésiter à avoir des temps de discussion avec les interlocuteurs, les financeurs, pour bien comprendre les demandes qu'il y aura à la fin lors du contrôle de service fait. En fait, toutes ces questions-là, elles sont faites pour que lorsque, à la fin de l'opération, on vous demande toutes les preuves de la bonne tenue, ça soit facile et indolore, je dirais presque, pour la structure parce qu'elle a fait les choses au fur et à mesure. Ça, c'est des questions à se poser avant. Et ensuite, après, en conseil, ce qu'on peut donner, la slide suivante. Du coup,
Ah oui, non, enfin, c'est les problématiques avant. Alors, du coup, dans la note, en effet, on avait aussi fait une forme de recherche un peu avec des structures qui avaient essuyé des écueils. Et on avait essayé, du coup, d'avoir une forme de retour d'expérience du terrain sur les problématiques qui avaient pu être rencontrées. Il y en avait 4 majeures. C'était un montage financier ou des objectifs qui n'étaient pas adaptés à la réalisation du projet. Soit parce que le projet avait changé en cours de route, soit parce qu'en fait, au départ, on n'avait pas pris en considération tout l'ensemble du projet. Ensuite, c'était les outils de gestion et du suivi administratif, et là, je pense particulièrement à la comptabilité analytique, qui avait mis un peu de temps ou qui avait été difficile à mettre en place. Et ensuite, une mauvaise anticipation des besoins de trésorerie. Parce qu'en fait, il faut toujours être très pessimiste avec malheureusement les fonds européens. Parfois, on a un peu plus de retard que ce qu'on avait escompté. Donc, il faut être aussi en capacité d'anticiper ce retard-là. Et enfin, des difficultés à comprendre bien les attentes des financeurs en termes de justificatifs, d'éligibilité des actions, du public au moment du bilan. C'était ce que présentait tout à l'heure Solène, l'éligibilité du territoire, des actions, quel public je vais accompagner. Il faut vraiment, dès le départ, être très très clair sur comment on va prouver cette éligibilité-là pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension à la fin du bilan. Et donc, du coup, là, on arrive au conseil. Ah non, les conseils avaient été enlevés, pardon. Mais du coup, vous retrouvez des choses dans la note. Les notes en support, là, du coup, on va vous les présenter un petit peu rapidement. Le constat, c'était que les structures de l'ESS avaient souvent un peu des frayeurs, étaient frileuses à l'utilisation des fonds européens. Et du coup, la CRES avait envie de décrypter les fonds et de les rendre les plus accessibles, d'essayer de lever les freins et de montrer aux porteurs de projets que c'était une opportunité et que c'est aussi dommage d'avoir de l'argent qui est en région et qui ne repart pas. Je pense beaucoup à une des lignes sur la précédente programmation. Je pense à une qui m'avait un peu marqué sur l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes, où en fait, par manque de communication et par peur, c'est de l'argent qui n'a pas été dépensé sur le territoire. Et donc du coup, cette note et le tableau ont vraiment cet objectif-là. Et je vais laisser la parole à Antonin qui a beaucoup travaillé sur le tableau récapitulatif des lignes. Merci Marion. Bonjour à tout le monde. Du coup, pour les 3 minutes qui restent, je vais vous présenter les deux notes qui ont été créées et qui ont été demandées par la CRES Auvergne-Rhône-Alpes. Donc effectivement, comme Marion l'a dit, on a eu beaucoup de lignes qui ont été sous-utilisées et qui ont vocation à être quand même utilisées sur nos territoires pour le développement de nos projets et spécifiquement pour les structures de l'ESS. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait cette ambition et cet objectif de décrypter les fonds européens. Donc, à travers 2 notes, dont la première s'appelle « Comprendre les fonds européens », qui est plutôt généraliste, qui est un prérequis pour l'ensemble des porteurs de projets pour comprendre et s'orienter dans les fonds européens. À savoir que l'ensemble de ce qui a été dit aujourd'hui est repris dans la note avec un peu plus de précision. On a aussi pas mal d'informations sur des porteurs de projets avec quelques témoignages et des freins qui ont été rencontrés dans la gestion de ces fonds-là. Je pense que c'est effectivement un très bon début pour se lancer et appréhender la problématique des fonds européens. Dans un second temps, il y a la seconde note qui s'appelle décryptage de la programmation européenne 21-27, qui est là beaucoup plus technique. Donc, je vous invite vraiment à prendre connaissance de la première avant de vous lancer sur la deuxième pour que vous ayez bien en tête toutes les informations. L'objectif de cette deuxième note, elle est un peu barbare. C'est effectivement de regrouper l'ensemble des lignes de subventions possibles présentées dans le FEDER et le FSE, ainsi que le FTJ sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, tout ce qui intervient au niveau national et qui est accessible avec certaines conditions, comme Solène l'a dit, de structures interrégionales, mais qui sont quand même accessibles par les structures d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et par contre, comme Marion l'a dit aussi, on a quelques priorités du FEDER qui ne sont pas du tout accessibles à l'ESS. Et là, on a bien fait attention de ne pas les mettre dans la note pour pas vous perdre à l'intérieur de ça. Alors, elle est construite sous forme d'un tableau qui, du coup, remet en avant l'entièreté des lignes de financement que vous pourrez retrouver. On a fait le choix aussi de partir plutôt sur le côté d'entrée via la thématique de la ligne, ce qui est plutôt pertinent, on a trouvé pour un porteur de projet. Ça l'évite de devoir rencontrer les interlocuteurs, de comprendre qui est l'interlocuteur avant de savoir ce que l'interlocuteur va pouvoir lui faire financer. Donc, on a vraiment cette vision entrée par la thématique. Et je peux peut-être vous prendre un exemple qui vous parlera un peu mieux.
Si on part par exemple d'une association qui travaille dans le secteur de l'insertion professionnelle, elle va effectivement chercher dans les thématiques et regarder la thématique emploi qui est effectivement la raison d'être de l'association. En sous-thématique, elle va bien pouvoir voir dans la deuxième colonne l'insertion professionnelle et dans la troisième colonne les lignes les actions qui sont finançables sur cette ligne de financement. Donc là, effectivement, si c'est de la levée des freins, de l'accompagnement à la garde d'enfants ou à lever des freins numériques, mobilité, là, elle va pouvoir se reconnaître assez facilement. Et ensuite, dans la quatrième colonne, découvrir qui est l'interlocuteur et qui est le service gestionnaire qui va pouvoir le renseigner sur cette ligne-là. Bon, effectivement, il y a tout le jargon habituel de priorité 1 au SH qui, ça, pour un porteur de projet, peut être un peu barbare, mais c'est pour vous orienter aussi une fois que vous rentrez en contact avec les gestionnaires qui ont ce langage-là. Enfin, dans la cinquième colonne, vous allez pouvoir vérifier vraiment l'éligibilité de votre projet avec notamment avec les 3 premiers pictogrammes que vous voyez. Donc, c'est une ligne qui est accessible aux entreprises, aux associations et aux collectivités territoriales. La légende sera dans la note, ne vous inquiétez pas, tout est très bien expliqué. Et du coup, là, effectivement, l'association est bien éligible. Elle vérifie son territoire d'action, enfin la ligne d'action de cette ligne de financement, avec les dépenses éligibles que vous retrouverez et les informations financières spécifiques à cet appel à projet. Et justement, dernière ligne, on a les modalités de rencontre de cette ligne, donc soit en appel à projet, soit en fil de l'eau. Ce cas-là était en appel à projet. Et je vous laisse nous poser des questions si vous voulez. Peut-être Christophe sur les AT, je ne sais pas si on a répondu entièrement à votre question, si vous vouliez plus de précision, n'hésitez pas. Pour avoir un petit peu plus d'informations, est-ce que je peux avoir des contacts? Vous pouvez me les passer en privé ou comment ça peut se passer? Christophe, vous êtes devant dans la présentation des lignes parce que je crois que Marie souhaitait justement en parler juste après. Dans ce cas-là, je prends trop d'avance. Je vous laisse faire. Pas de souci. Oui, alors Pardon. moi, je vais vous parler après des contacts, des structures qui peuvent vous accompagner pour répondre. Donc notamment les contacts de MAGE qui fait des accompagnements pour la réponse et qui peuvent aussi vous accompagner pour identifier les lignes et vous identifier à savoir si votre projet a des lignes qui pourraient le financer. Je ne sais pas si c'était ça votre question ou si ce que vous vouliez, c'était directement les contacts des organismes instructeurs de votre projet. De toute façon, on ne va pas pouvoir vous donner tout de suite les lignes des services. Non, mais c'est la région du coup, et donc je renvoie au site L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes qui pourra vous présenter. Il ne faut pas hésiter. Alors du coup, je voulais pas entrer dans un jargon très complet, mais vous allez vite trouver sur le site ce qu'on appelle dans le jargon des DOMO, des documents de mise en œuvre. C'est la région qui fait ça. Et du coup, toutes les lignes qu'on vous a présentées dans le tableau, quand elles concernent la région, pour le FEDER, elles ont leur fiche. Où là, il y a parfois sur certaines des contacts, d'autres non, mais du coup, ça peut être déjà un bon pied pour bien calibrer. Et ensuite, l'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes explique aussi la démarche pour prendre contact avec les services FEDER et FSE, FTJ pour les premiers contacts et quelle est la meilleure porte. Oui, tout à fait. Il y a aussi des formulaires de contact sur le site de de l'Europe en Auvergne-Rhône-Alpes et je pense qu'ils sont relativement réactifs pour répondre à vos questions dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe au contact? Après, ça sera la slide de conclusion. Je sais que ça fait 1h30 que vous êtes connectés, on a mal aux yeux et on est fatigué. Mais si vous avez encore envie de poser une ou deux questions avant le mot de conclusion et les contacts d'un accompagnement. Moi, je veux bien poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Super. Donc, Alex Monato, je fais partie de la Fondation Innovation et Transition et je suis chargée de mission pour les Journées de l'économie. C'est un événement annuel qui organise des conférences à Lyon et à Paris aussi, des tables rondes, des ateliers, etc. Et on a pour objectif de démocratiser la science économique auprès du grand public et surtout
de permettre un dialogue citoyen sur des sujets d'actualité, et notamment des sujets européens. J'ai bien écouté toutes les priorités citées par le FSE, le FEDER, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de ligne qui correspondrait à notre projet. Je ne sais pas si je me trompe en termes de soit valorisation des sciences et de la recherche en Auvergne-Rhône-Alpes, soit en termes de amélioration du dialogue citoyen, amélioration de la compréhension du grand public des grands enjeux économiques et européens, économiques et sociaux. Voilà, c'est assez large, mais je ne sais pas si j'ai l'impression qu'on n'est pas trop sur ces priorités-là. Un brûle pour point, c'est plus délicat. Après, je pense qu'il faut regarder au cas par cas et bien comprendre les projets dans son ensemble, parce que parfois c'est aussi le projet dans son ensemble qui peut faire changer les choses ou pas. Donc euh, là, comme ça, tout de suite, je vois pas. Après, par contre, s'il y a des partenariats, on n'est pas sur les fonds FESI, mais s'il y a des partenariats au niveau européen, il y a des projets tels que Erasmus+, qui peuvent parfois s'y prêter un peu plus. Oui, on Même y a si, voilà. pensé à la dernière réunion, effectivement, parce on fait venir des étudiants d'universités européennes à Lyon pendant l'événement. Donc, effectivement, je vais creuser cette piste-là. Ok, super. Bah, merci. Ouais, juste pour compléter ce que vient de dire Marion, en fait, un peu là où, enfin, effectivement, ça rentre pas directement parce que les fonds type FSE notamment ou FEDER vont pas financer justement des projets de sensibilisation ou des projets type forum ou événements, parce qu'il y a vraiment aussi dans l'objectif de ces fonds de quelque chose de très opérationnel avec des Mm. objectifs à atteindre, des indicateurs. Et donc, en fait, si le projet porte uniquement sur voilà, un forum ou de la sensibilisation, en fait, ça va pas être assez opérationnel quelque part. Enfin, on peut pas comptabiliser l'impact du projet sur les participants. Donc, ça va pas, ça va être plutôt d'autres. Il y a des fonds qui existent, je pense, mais ça va être moins ces fonds-là. Ok, ça marche. Merci. Il y a- Monnaie locale, pardon, je ne vois pas votre nom en entier qui a demandé la parole. On vous Oui, écoute. bonjour. Yann Petrov, du coup, monnaie locale du bassin sud ligérien, à cheval entre Rhône-Alpes et Auvergne. J'ai une question que j'espère vous pas trop bête. Quand on parle de, est-ce qu'il y a des attentes sur la nature du cofinancement? C'est-à-dire que quand il y a une intervention, voilà, avec un cofinancement, j'ai entendu moi 40, 50% en fonction des 60% en fonction des situations. Est-ce qu'il y a un regard sur la nature du cofinancement? C'est-à-dire que ce soit un cofinancement public, privé ou un cofinancement par une partie d'activité commerciale? Est-ce qu'il y a un regard là-dessus? Alors, si je prends la parole, effectivement, il n'y a pas forcément de regard. Dans tous les cas, les interlocuteurs que vous allez avoir vont effectivement vous solliciter pour connaître les cofinancements que vous souhaitez intégrer dans votre dossier. Si c'est le cas de subventions publiques ou privées, ils vont vous solliciter pour avoir les conventions ou en tout cas les arrêtés attributifs que vous allez avoir. Mais par contre, il est tout à fait possible de faire un projet cofinancé par l'Union européenne et avec le restant. Donc, si vous avez un projet qui est financé à 40%, les 60% peuvent être financés par des ressources propres que vous avez dans la structure, qui peuvent venir effectivement par ailleurs d'une activité économique ou par d'autres biais. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas cofinancer un projet européen avec un autre fonds européen. Donc, Oui. vous ne pouvez pas mettre du FEDER sur le FSE ou un autre FSE, un FSE régional avec un FSE de RET. Enfin, c'est la seule contrainte. J'avais entendu l'alerte rouge dans cette situation-là, mais merci Ouais. pour la réponse. Alors, on va peut-être poursuivre. Et puis, si vous avez encore des questions, continuez de les réfléchir et vous pourrez les poser ensuite suite à ma petite slide qui va être très rapide. Donc, moi, Marie Bonnard, je suis dans le pôle promotion, communication et influence à la CRES. Et je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà, je voulais juste vous donner 3 contacts de structures qui peuvent vous aider à répondre à ces fonds, soit pour identifier effectivement les lignes qui pourraient correspondre à votre projet,
soit pour vous accompagner de façon très concrète à rédiger votre projet et voire même à l'exécuter. Donc, la Maison des Européens, Marjolaine ici présente, qui est un centre de ressources et de mise en réseau, donc notamment information comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce webinaire qu'on est en train de tenir aujourd'hui se tient de manière permanente tous les lundis à 16 heures. Et alors là, on était sur un format un petit peu plus descendant avec une présentation, puisqu'on a fait venir des intervenants. Mais tous les lundis, vous pouvez vous connecter sur le même lien visio et poser des questions très spécifiques. Généralement, il y a moins de monde, c'est plutôt des petits comités, Marjolaine pourrait en parler mieux que moi, mais de 5, 6, 8 personnes et où c'est vraiment de l'interaction. On peut traiter votre cas en direct. Voilà, ça c'est un premier chose qui est chouette, il ne faut pas hésiter à le mobiliser. Donc MAGE, qui est une SCOP, une structure de l'ESS qui accompagne les structures pour à la fois l'identification des lignes, le montage du dossier, le versement de la subvention, voire même l'exécution. Alors, à noter aussi que on n'a pas toujours de l'argent pour payer un consultant pour faire ce type de choses, mais il y a vraiment des solutions qui existent pour pouvoir intégrer les coûts du montage du dossier dans le projet, en fait. Donc, il y aura probablement un coût, je ne vous donne pas les modèles économiques immédiats parce que je ne les connais pas, mais je pense que ça doit être la même chose à peu près pour MAGE et pour Euracap. Vous avez un coût d'entrée pour au moins un jour de travail pour décrypter et vous aider à monter le dossier. Mais ensuite, une part du coût de la prestation d'accompagnement peut être intégrée dans le projet. Si vous gagnez, vous aurez une petite litre administratif et la structure qui vous accompagne se paiera là-dessus. Ça, c'est aussi important à savoir. Nous, la CRES, on l'utilise et c'est quand même c'est super. Voilà. Et ça rassure beaucoup d'avoir quelqu'un qui connaît très bien et qui sait qu'on ne va pas à finir par avoir des dépenses inéligibles et se retrouver pris au piège dans quelque chose qui va être plus délétère que bénéfique pour la structure. Donc, MAGE, voilà, je fais la promo, mais voilà, ils ont aussi bien bossé sur cette note-là. Il y a également une CAE, Appui Créateur, qui a un projet Euracap qui est porté par un des entrepreneurs salariés, je pense, qui fait quelque chose de similaire sur du conseil et des conseils pour des gestionnaires de fonds européens. Donc, sur les différentes actions, il y a aussi un volet formation. Voilà, je ne connais pas très bien, mais je pense que c'est des gens de confiance que vous pouvez contacter. Il y en a d'autres dans la note, des structures qui sont au niveau national. Moi, je fais la promotion des groupes, mais voilà, vous pourrez trouver d'autres contacts. Il ne faut pas que le fait d'avoir des craintes vous bloque. C'est-à-dire qu'en plus de cette session d'information, vous pouvez venir à un webinaire à un autre lundi pour échanger un peu plus, pour vous dire voilà, on peut y aller. Et ensuite, vous pouvez contacter une structure qui pourra vous accompagner, même si ce n'est pas très clair, même si votre projet n'est pas très clair, même si vous ne savez pas encore trop. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, si vous avez encore des petites questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Un petit peu décalé, mais on peut prendre encore une question ou deux si vous en avez. Non, tout le monde est endormi. Trop difficile. Le lundi soir, 17h44, un webinaire. Waouh. Non, mais bon, voilà. Merci. Marjolaine, je te rends la parole pour clôturer. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous. Et en effet, je reprendrai les mots de Marie. Lancez-vous. Comme vous avez pu l'entendre des différents interlocuteurs, l'argent, il y en a, mais il faut aller le chercher. On sait, c'est difficile, on sait, ça prend du temps, on sait, c'est complexe dans la gestion, dans le suivi, etc. Mais ça vaut le coup parce qu'on le voit depuis 20 ans que je suis sur le terrain, je ne vois que des évolutions positives des financements européens grâce aussi au fait de ces temps-là où on entend les questionnements, on entend les problématiques, on entend les besoins et nous, on le fait remonter au niveau de la Commission européenne.
Les élections européennes vont modifier les choses aussi, donc modifions-les et aidons le plaidoyer de SS France pour vraiment être dans cette idée de l'économie sociale et solidaire. Elle est un terreau majeur de la citoyenneté et du développement territorial. Avec la CRES et Marie, nous allons vous préparer donc un petit mail de retour avec tous les éléments que vous avez eus aujourd'hui. N'hésitez pas à les diffuser. Plus de monde est motivé, plus il y aura de projets. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.